Salut toi, comment ça va? Moi ça va super, ne te fie pas à cette superbe moustache, c'est simplement pour un rôle, c'est faux, je me suis chié en me rasant. Yes. Il y a quelques semaines j'étais chez Navo, c'est le co-scénariste de Bref, Bloqué, Serge le Mito, entre autres, il est scénariste et réalisateur, et on a discuté d'une thématique qui me tient beaucoup à cœur, qui est le bonheur au travail. Alors le bonheur au travail ça nous concerne tous, on en parle encore plus en ce moment, je sais pas si toi tu te poses la question de est-ce que je suis vraiment heureux dans ce que je fais aujourd'hui, et qu'est-ce que j'ai réellement envie de faire. Voilà, moi c'est des questions que je me pose très souvent, et on en a discuté avec Navo. Je te mets un petit extrait de ce qu'on s'est dit, du meilleur de ce qu'on s'est dit, ce qu'on appelle finalement un best-of, j'ai rien inventé, voilà, disons les mots. Moi j'ai pas peur. Et surtout n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Boum. Non. Merci. Les premières expériences et la première idée qu'on se fait du travail, souvent ça se construit à l'école. Comment toi on t'a éduqué justement enfant, adolescent, dans ton rapport au travail? Moi, j'ai arrêté l'école à 16 ans. Et la façon dont on m'a parlé du travail, mes deux parents sont très autodidactes. Ma mère a commencé à travailler à 14 ans parce qu'elle a des frères et sœurs, tu sais, des histoires là, qu'on connaît à chaque fois. Ouais, j'ai dû aller à l'usine, moi, parce que j'étais l'aîné. Voilà. Et mon père est un immigré italien qui est, pareil, est arrivé vers 17-18 ans. Je pense qu'ils ont tous arrêté l'école. En arrêtant l'école à 16 ans, je pense que dans mon foyer, je suis la personne qui allait le plus longtemps à l'école. Tu vois. Donc du coup, ma vision du travail en général, du fait de travailler ou de l'emploi? De l'emploi vraiment. De l'emploi, Parce que typiquement, c'est vraiment dans ces années-là de qu'est-ce que tu veux faire plus tard et tu moi, commences un peu. moi, c'est pour ça que je suis parti. C'est-à-dire D'accord. que quand on m'a dit, alors L, ES ou S, et j'avais des bonnes notes, hein, mais quand on m'a dit L, ES ou S, et vraiment dans ma tête, je ne comprenais même pas le principe. Je disais, mais L, ça veut dire qu'il faut que j'apprenne des langues et j'ai pas envie, même si j'aime le français. Ouais. S, tu fais des maths toute la journée quand même. Tu vois. J'aime beaucoup les maths. Mais il y avait ce truc où je disais, je voyais rien en fait. Je trouve que l'orientation, en tout cas dans le collège et le lycée où j'étais, c'est le truc le plus mal foutu que j'ai vu de toute ma vie. Je me souviens du gars qui était venu, le conseiller d'orientation, il était venu parler à la classe et tout. Il avait vraiment l'air d'un gars au bout de sa life. C'était, tu vois, Gérard Klein dans l'Instit? Oui. Voilà, l'inverse. Ok. Voilà, l'inverse, la némésis de Gérard Klein. D'accord. Tu vois. Il n'y avait rien dans ses yeux, il était mort à l'intérieur. Et tu dis, donc lui, qui est le spécialiste de l'orientation, il s'est orienté là où il est là. C'est ça. C'est le maximum qu'il a réussi à faire pour lui, c'est aller dans un collège à Stein. Et Stein, c'est la ville où j'ai grandi. Aller dans un collège dégueulasse à Stein pour parler à des gens qui s'en foutent. Et lui-même, ça se voit, il en a rien à foutre. Jamais il a fait, écoute bonhomme, tu sais que tel métier existe. Tu sais, c'est le truc un peu qui te fait rêver. Pendant longtemps, quand tu es jeune, tu te dis, j'aimerais tellement qu'on me dise, mais redis-moi ce que t'aimes pas. Mais j'ai un métier pour toi. Et tu dis, mais bon, c'est quoi? Et t'en avais jamais entendu parler. Tu dis, mais en fait, à tel endroit, il y a un gars à côté du tourneur-fraiseur. C'est le mec qui fait exactement ce que t'aimes. Et fais ce métier. Là, c'était l'inverse. C'était un gars qui s'en battait les couilles. Et forcément, logiquement, je me disais, si lui, c'est le maximum, il s'est orienté à conseiller d'orientation alors qu'il n'aime pas ça, d'où il va m'orienter moi? Il n'avait pas une mission, quoi. Ça, t'avais beaucoup de soutien du côté de ta famille, par contre, à contrario de ce système C'était scolaire. plus du... Ouais, t'inquiète, que du soutien, tu vois. Faut pas imaginer mes parents qui étaient là. Super bonhomme, arrête l'école, c'est ça qu'on veut, arrête l'école. Tu vois, non. C'était plus, j'ai dit, je crois que je vais arrêter l'école là parce que ça me fait chier. Et ma mère, elle m'a dit, ok, mais je sais pas, trouve un travail alors. Et j'ai dit, bon, je vais travailler avec mon père parce qu'il était marchand de meubles, d'antiquités, voilà, et justement, métier sur lequel il s'était forgé en autodidacte. Et j'ai fait ça pendant 4 ans avec lui, c'était rigolo, mais ça me gonflait. Du coup, en fait, tu quittes l'école à 16 ans, t'arrives du coup avec ton père. Ouais. Comment ça se passe justement, cette première approche du travail? C'est vraiment parce que ma mère, elle m'a dit, trouve un travail. Donc, et qu'à un moment, je me suis dit, c'est vrai que c'est bizarre, là, si j'arrête l'école à 16 ans, qu'après, juste je dors à la maison, il va pas se passer grand-chose dans ma vie. Donc, c'était cool parce que c'était un métier d'indépendant, c'est un métier... Tu sais, si tu vas à la salle des ventes, tu vois, Drouot, Richelieu, là, avec les commissaires-priseurs, voilà, 1000, 2000, 3000, c'est cool, il y a une énergie. Après, on était sur les marchés à Saint-Ouen, le marché aux puces, pas le côté où ils te vendent des bananes et des bandanas, mais le côté et des mixtapes, mais le côté où ils te vendent des meubles et des tapis, des tableaux, tout ça. Donc c'était cool, c'est juste que ça me passionnait pas et que c'est un métier de passion.
Et donc à 20 ans, j'ai dit à mon père, bon là clairement je ne fais pas la différence entre une table Louis XVI et une table Ikea. Je te coûte de l'argent pour pas apprendre grand chose, vaut mieux que j'arrête là parce que voilà, ça me... T'avais déjà conscience que t'étais pas épanoui dans ton taf et que t'allais chercher un truc qui vraiment te correspondait plus? Non, j'étais encore dans le truc de le travail, c'est pour gagner de l'argent. D'accord. Gagner de l'argent, ce serait pas logique d'en gagner en faisant un truc qui est pas chiant, sinon pourquoi on te paierait? Donc le travail c'est chiant, point, fin de la réflexion. Ouais. Et à côté de ça, l'écriture c'était une passion. Moi je faisais du rap, puis après j'écrivais des blagues avec Kairon, qui est un ami d'enfance qu'on voit dans Bref, après voilà. On voyait plus ça comme un... Lui un peu moins, il avait une vision un peu plus mature du délire, enfin il avait plus d'ambition. Moi je voyais ça comme un hobby, c'est pas possible que ça rapporte des sous, tu vois, on écrit des blagues. Ouais. Voilà. Donc il y avait déjà ça fait cette limite assez tard. de se dire c'est pas un vrai métier non plus. C'est un truc qu'on retrouve beaucoup chez beaucoup d'artistes quand tu leur poses la question, qui sont des artistes qui, on va dire, se sont auto-générés alors que leurs parents faisaient autre chose, pas des fils d'artistes ou des gens du milieu. Ils disent, mais en fait, pour moi, c'était pas un métier, c'était un truc pour les autres. Je voyais bien que c'était un métier parce qu'il y a des gens qui vivaient de ça. C'est difficile à expliquer, mais il y a ce truc, je pense, de reconnaissance de ton milieu par ton milieu, la représentativité un peu. Je pense par exemple qu'un mec comme Jamel, il a un peu changé le truc parce en amenant le Jamel Comedy Club et en montrant ce truc-là, ça a créé plein de vocations de gens qui se sont dit « Ah, mais en fait, Jamel, c'est un gars qui vient de trap et qui est rigolo » et qui ont pu s'identifier. On voit ça, moi, par exemple, en tant que réal, je vois ça avec les comédiens non blancs. Il y en a moins. Statistiquement, c'est super dur, même quand tu es de bonne volonté et que tu essayes de faire du quota, ce qui est rarement mon cas. Je fais pas genre, voilà, quand on fait Aurel Gringe, malheureusement, on se dit pas, et si on remplaçait un des deux voilà. Mais même quand tu essayes, tu te rends compte qu'il n'y en a pas beaucoup. Parce qu'en fait, tant qu'il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas beaucoup qui se disent que c'est aussi possible pour eux. Okay. Donc, j'avais pas cette vision que ça pouvait être un métier. Parce que j'avais pas cette vision de j'ai qu'à appeler machin. Ouais. Il va me faire un stage. J'avais rien. Il n'y avait pas d'orientation, justement. Voilà. Il n'y avait pas d'orientation vers les métiers de l'humour ou de l'écriture ou de la réalisation. À partir de quand, du coup, tu as cette logique-là est-ce qu'il y a eu un vrai déclic ou est-ce que ça s'est fait petit à petit de dire « Ah, ok, je peux commencer à faire des choses qui paraissent juste être une passion, un passe-temps, en fait ». On a vachement ce truc, en plus, qu'on nous inculque de « Attends, il y a ton métier et après, à côté, tu as tes passions aussi ». À quel moment tu te dis « Ok, ça me passionne vraiment » et en plus, peut-être qu'il y a moyen d'en vivre et il y a moyen d'en faire un vrai métier. Alors, j'avais genre 25 ans. Je m'étais construit cette image de le métier c'est pour gagner de l'argent, l'argent c'est la sécurité. J'avais ce truc où je me disais non mais là j'ai pris un appart avec ma meuf, moi si j'étais tout seul, mais bien entendu que je prendrais le risque. Mais là je peux pas me le permettre parce que je suis un mec bien, donc ma meuf, après ma tège, un été de 2008, et vraiment j'ai fait ça n'a pas de... je suis obligé d'assumer maintenant. En fait, ça a été un facteur de plein de choses. J'ai commencé à travailler sérieusement avec Kairon, où je suis allé au Jamel Comedy Club, on bossait son passage avec... et donc je rencontrais d'autres humoristes, et je disais, mais c'est le meilleur métier du monde. Je veux faire ça toute ma vie, si seulement c'était possible. Ma meuf qui me tège, la rupture conventionnelle qui n'existait pas avant, en fait c'est un truc de chômage qui remplaçait le licenciement à l'amiable, qui était une carotte, où en gros tu allais voir ton boss, tu disais, tu peux me licencier, comme ça je touche du chômage. Ça se faisait tellement qu'à un moment, ils ont dit bon, on va faire un vrai truc, on va l'appeler rupture conventionnelle, et ça va permettre aux gens comme moi d'avoir du chômage pour essayer de rebondir dans la vie, là, et aux patrons de bien négocier des licenciements qui vont avoir l'air beaucoup moins abusifs. Voilà, ça, il y a eu les deux fonctions. Donc toi, tu t'es dit ok, la prise de risque est limitée, parce que j'ai ce coussin de sécurité. Ouais, voilà, j'ai une petite sécurité, mais en même temps, ma vie changeait tellement qu'en gros, ce que j'ai dit à mes boss, j'ai dit moi, il me faudrait une rupture conventionnelle parce que je veux faire un truc qui est risqué pour moi. Alors, c'était des notaires, je bossais, j'étais dans l'informatique pour des notaires. D'accord. Donc, ils n'étaient pas ultra sensibles à je veux faire des blagues, je suis un bohémien. Mais ils étaient sensibles à je veux créer ma propre structure et créer de la valeur moi-même. C'est comme ça que je leur ai présenté. Ce qui est devenu vrai finalement, parce que finalement il y a des gens qui ont travaillé parce que j'ai écrit des trucs. Et donc il y a eu cet alignement de choses en fait, qui fait qu'à un moment ça a fait un déclic dans ma tête où je me suis dit mais en fait il n'y a personne qui va te dire que tu es auteur. Quand tu le théorises, quand tu essaies de voir en pratique ce que tu attends, tu te rends compte en raisonnant par l'absurde que c'est pas possible. Je me disais finalement, qu'est-ce qui peut se passer que quelqu'un, un jour, un matin, je me lève pour aller au travail, ça sonne, jour, il y a un gars avec un costume et une mallette, il ouvre sa mallette, il y a un petit contrat dedans avec écrit « Félicitations, vous êtes auteur ».
Et il me dit, félicitations, en fait, on a tous réfléchi avec les gens qui permettent de faire ce qu'on veut dans la vie, et ça y est, c'est bon, t'es auteur. Je me suis dit, mais ça va jamais arriver. La seule personne qui décide que je suis auteur, c'est moi-même. Et en fait, la valeur qu'on accorde au fait que ce soit rémunéré, c'est une erreur que je faisais, que je fais plus. C'est-à-dire que ton travail peut ne pas te rapporter d'argent. Ça reste un travail, en fait. Et donc j'ai dit, mais en fait, je suis plus un employé de bureau de notaire qui a un hobby qui est d'écrire. Je suis un auteur en galère, mais je suis un auteur. Je suis un auteur avec 0 € sur mon compte, mais je suis un auteur. Ouais. Ça, c'est un truc aujourd'hui encore que tu différencies. J'ai l'impression que de toute façon, il y a deux logiques qui sont le salariat et du coup, après, quand tu es plutôt indépendant, de différencier la rémunération de la valeur du travail. En gros, le temps passé par rapport. C'est pour ça que c'est une carotte, la valeur travail. Mais là, tu m'envoies dans mon extrême gauche. Mais la valeur travail, c'est une des piles qu'on a mis dans le huc de tout le monde, la plus puissante, je trouve. C'est quoi cette histoire de valeur travail? Parce qu'en fait, c'est pas vrai. Ils ont juste donné un autre nom à la valeur argent. Parce que, et on sait déjà que l'argent, ça a de la valeur. C'était pas la peine de créer autre chose. Mais là, ils disent que le travail a une valeur. Mais, enfin, qu'est-ce qu'on appelle du travail? Une femme au foyer, genre, c'est pas du travail. Un homme au foyer, c'est pas du travail. Bah, si, quelqu'un qui fait du bénévolat, c'est pas du travail. Tu vois, quand tu fais ton service civique, à l'époque, on faisait le service civique. Il y avait des gars, ils étaient dans les assos de ma ville, toute la journée, dans des bureaux. Et ils travaillaient, ils n'étaient pas payés, mais ils travaillaient. Et en fait, il y a un lien entre l'argent et le travail qui n'est pas bon, c'est pas logique pour moi. Et surtout quand tu es indépendant, parce que tu vois bien, tu parles à n'importe quelle personne ou n'importe quel comédien, il dira, bah oui, si je fais un film avec Cadmerade, je prends v'là la maille. Mais s'il y a un machin qui propose un projet génial qui n'est pas payé, je le fais aussi. Comment tu vis ces trucs de montagne russe où en fait c'est pas du tout une logique de salarié, c'est pas je viens à 8h, 17h et de toute façon j'ai le même salaire à la fin du mois. Là c'est vraiment j'ai des projets et d'un coup j'ai un gros projet qui va me rapporter de l'argent et après ça se trouve les 2 prochaines semaines je sais même pas ce que j'ai. Et ça peut avoir un petit côté anxiogène, tu vois, d'être un peu dans le flou. Ouais, moi je suis beaucoup plus serein maintenant par rapport à ça, D'accord. du fait qu'en fait j'ai de l'argent. Okay. Donc quand je travaille pas, j'ai de quoi voir venir, mais même avant, non, et avant j'étais un peu, je m'en battais un peu les. Okay. Mais malgré tout, tu as des phases dans la vie. Donc il y a des phases comme ça où tu as l'impression qu'il ne va plus y avoir de travail. C'est terminé. Tu vois, tu as ce truc en permanence, tu te dis, ça se trouve, c'est terminé. Hein. Ça se trouve, ça y est. Maintenant, ce qui est cool, drôle et stylé, c'est plus moi. Ça t'arrive de te le dire encore? Je me le dis plus. Enfin, c'est juste, tu l'as en. Ça fait partie du jeu, quoi. Ouais. Tu vois, c'est comme à un moment, je pense, les militaires, ils disent, bon, je peux mourir. Ouais. Tu vois, et bon, voilà. Bah, les auteurs, les artistes, entre guillemets, se disent, je peux passer de mode. Voilà, bon, on verra bien ce que je fais. Est-ce que dans ton job, tu te poses des questions que peuvent se poser beaucoup d'autres gens, beaucoup dans les startups, etc. On en parle beaucoup en ce moment, de productivité. Parce qu'on est une startup nation, c'est pour ça. Exactement. Est-ce que tu te poses ces questions de productivité dans ton job? Non, mais je suis contre la productivité. Je pense que c'est une arnaque totale aussi. Voilà. Donc venez, on arrête d'essayer d'être productif. Je pense qu'en vérité, au fond de lui, un humain, il est fait pour travailler 4 heures par jour, pendant 4 jours, voire 3, s'il est un peu fatigué. Enfin, il y a 2 catégories, parce que je veux pas. Enfin, il y a plusieurs catégories. Je te parle d'une catégorie qui est la mienne, et dans laquelle je me retrouve avec pas mal de collègues et de potes humoristes et auteurs. C'est ceux qui. À chaque fois que je dis ça, je pense à Davy Mourier qui est tout l'inverse. Donc, coucou Davy. Voilà. Juste, je parle pas de Watt. C'est moi, et la plupart de ces gens-là, si tu leur dis on te paye le double, mais tu te lèves à 7h du mat, ils répondent non. Parce que le plus grand luxe, c'était d'échapper à leur vie précédente où il y avait ce putain de réveil à 7h du mat, mais que j'ai maudit comme jamais. Mais vraiment, je pleurais le matin, j'en pouvais plus. Là, il te fait, toi, tu as envie de vivre ta vie de jeune fou. Donc, tu es là, tu prends des verres, tu rigoles avec tes potes, tu te couches tard. Et après, il y a un réveil, il dit maintenant, tu vas niquer ta mère. Vraiment. Bienvenue dans la réalité. Ouais, voilà. Et c'est vraiment mon plus grand luxe. À un tournage, tu me dis pick-up 6h30, porte de la Chapelle, j'y suis à 6h20. Je suis chaud, parce que c'est un tournage. Ouais, tu vois. Mais le truc de, réunion à 8h, et vraiment, maintenant je peux me payer ce luxe de répondre non, car je dormirai. Est-ce que ce truc de productivité aussi, c'est lié à ton métier qui fait que... Est-ce que tu arrives vraiment à te dire, ok, dans ma vie, là je suis en train de bosser et là je ne bosse plus en fait? Vu qu'en fait, tous les métiers créatifs, il y a une espèce de truc qui est peut-être un peu constant.
Ouais, je sais pas comment expliquer. C'est tu travailles tout le temps un peu en fond de tâche, quoi. Tu vois, tu as un truc. Si tu fais CTRL Alt Supr, c'était ça qu'il fallait faire. Voilà, si tu fais CTRL Alt Supr, tu vois bien qu'il y a encore Tout est en veille. tes trois projets qui sont là, mais ils prennent que 7% de ton cerveau, et que ta partie de God of War, elle prend 93. Mais tout d'un coup, il se passe un truc dans God of War et tu fais. Et là, tu mets pause et tu fais, mais oui, mais attends, ça pourrait être. Et tu sais pas d'où ça vient. Donc, tu as quand même ce truc où, oui, tu travailles tout le temps, mais c'est bizarre. Et puis, ça fait aussi partie de, justement, ce truc un peu de relou de la Startup Nation, où je vois pas en quoi quelqu'un qui fait un métier qui lui demande des ressources intellectuelles, ce qui est le cas de 90% des métiers maintenant, on est dans des métiers de service, on n'est plus dans des métiers d'ouvriers, où on était des espèces de machines avant que les machines existent. Je vois pas en quoi quelqu'un qui se met allongé sur un canapé, mais même un comptable, et qui réfléchit pendant 1 heure à comment est-ce qu'il va défiscaliser tel machin, ou comment est-ce qu'il va faire rentrer ça dans la colonne B, puis qu'il se relève et qu'il le fait en 10 minutes, et vaut moins qu'un gars qui fait semblant de rester 1 heure et 10 minutes devant son ordi, Bien et sûr. puis quand le boss il passe, il fait je bosse sur le dossier Berthier, tu vois. Genre si on dirait pas que ta vie c'était de la merde aujourd'hui, je vois pas pourquoi je te paye. C'est ça. Il y a vraiment ce truc-là. Et c'est cette espèce de contre-pied qu'ont voulu prendre les gens dans l'esprit start-up. Mais en fait, ils ont juste remplacé une arnaque par une autre. Pour moi, on est passé d'un mari violent à un pervers narcissique. C'est tout ce qui s'est passé en fait. C'est-à-dire qu'avant, il te tapait sur la gueule. Tu étais à l'usine, il te tapait sur la gueule. Limite, s'il pouvait te fouetter, il t'aurait fouetté. En disant, mais putain, tournez plus vite les boulons. Et là, maintenant, il te dit, ouais, enfin, il y a un baby-foot dans la salle de pause. Il y en a plein derrière qui veulent ta place. T'as ce truc aujourd'hui de... Enfin, t'as l'impression de bosser pour toi, j'imagine, dans tout ce que tu fais. Après, est-ce qu'il y a des moments un peu de hiérarchie aussi dans certains projets? Et comment tu vis ce truc de hiérarchie? Alors, dans quel sens hiérarchie Est-ce que t'as vraiment l'impression que t'as des gens qui te donnent des vraies contraintes qui vont à l'encontre des fois de ce que t'as vraiment envie de faire? plus maintenant en fait. Maintenant que j'ai le luxe de pouvoir choisir mes projets. Dans ma vie, je choisis les gens qui sont au-dessus de moi. Et donc quand tu choisis les gens qui sont au-dessus de toi, ils sont pas au-dessus de toi en fait. D'accord, ouais. Parce que tu les choisis pas parce qu'ils sont au-dessus de toi, tu les choisis parce que justement ils ont le même esprit de mener le projet à bien que toi. Et après, tu as toujours des gens pour qui tu travailles. Quand on fait un programme court pour Canal+, c'est pour le Bien livrer sûr. à Canal+. Mais le rapport qu'on a avec eux, c'est un rapport sain. C'est le vrai rapport du boss de start-up. Tu vois, ce que le boss de start-up te fait croire, là, c'est le vrai rapport. Ok. Tu vois, quand il dit, mais toi et moi, on est comme une famille, on est comme des potes, et qu'il te met une carotte, sur certains projets, c'est vrai, tu le ressens. Tu te dis, ok, là, on est en train d'œuvrer ensemble pour que cette œuvre soit la meilleure possible. Et quand tu ressens ça, c'est parfait, parce que c'est plus une question d'argent, c'est pas une question d'argent. Alors que ton pote patron start-upper, il ne te parle que d'argent. Il te parle pas de changer le monde en vérité. Il a juste lu un bouquin de management où il dit dites-leur qu'ils changent le monde, sinon ils vont pas faire ce que vous dites. J'hésite à poser cette question au tout début. Je suis quand même, on va pas la poser d'entrée de jeu. Pour toi, c'est quoi le bonheur au travail? Pragmatiquement, de nos jours, tu fais un métier pour 2 raisons. La principale, c'est l'argent, et l'autre, c'est parce que ça te passionne. Et c'est ce rapport entre ce que ça te rapporte et à quel point ça te passionne qu'il faut calculer. Et donc, du coup, ton bonheur au travail, pour moi, il est dans les 2 moments où le calcul est positif. Soit ça te rapporte beaucoup d'argent, ou en tout cas beaucoup pour ce dont toi tu as besoin, ce qui fait que tout le reste de ton temps, tu kiffes. Et donc, tu dis, bon, c'est relou mon taf, mais vraiment, tous les week-ends, après, je pars dans des endroits incroyables où je vis une passion que j'ai à côté, parce que ce que j'aime, c'est la poésie. Et là, par contre, pour gagner de l'argent en tant que poète, c'est compliqué. Mais je vis tellement bien ma poésie grâce à ce métier. Donc, tu es finalement heureux, même si dans mon cas, mais c'est un peu un truc de privilégié, je considère que c'est pas le meilleur truc. Et l'autre, bah, c'est l'inverse. Ça veut dire que peu importe combien tu es payé, tu es juste content que ton métier te rapporte le minimum vital et très heureux s'il te rapporte encore plus, parce que c'est ce que tu aimes. Et que finalement, vu qu'on est dans un monde où on passe 80% de notre temps au travail, avoir un travail qui ne te plaît pas, c'est passer 80% de ta vie à être malheureux. Quoi. Est-ce que toi, tu te dirais qu'aujourd'hui, tu es heureux dans ton taf? Ouais. Ouais, bah ouais, carrément.
Je suis même heureux dans ma vie. Dans ta Parce vie, que ouais, là, c'est des moments où tout se mélange dans les métiers artistiques. C'est rare quelqu'un, dans des métiers comme ça, c'est rare que tu dises je suis hyper malheureux dans mon taf, mais ma vie est géniale. En général, c'est pas du tout étanche, quoi. Ouais, tu sens que tout est vraiment lié en fait, c'est plus vraiment un plan de carrière, c'est plus un espèce de projet de vie en fait. Je pense pas que on peut raisonner en termes de carrière, c'est plus en termes d'enchaîner des projets qui te plaisent. Hmm. Voilà, mais bon, après, là, je suis vraiment. Tu vois, là, j'ai des problèmes de riche. J'ai trop de propositions et je dois apprendre à en refuser. Hmm. Et en général, quand tu arrives à ce type de problème, c'est que ta vie, elle est yes. Tu vois. C'est au moment où tu dis putain, toutes ces meufs à qui je dois baiser, je suis trop fatigué, il faut que j'en choisisse que 8. En général, c'est que ça va, t'es pas trop malheureux. Ouais. Sexuellement, dans ma métaphore. je l'avais. Ok, bah du coup on va finir sur cette métaphore. Je me suis dit, j'ai pas Écoutez, vraiment parlé de cul. C'est vrai, il manquait Il ce manquait petit un point. petit truc de cul et je suis content qu'on l'ait atteint. C'est parfait. J'ai essayé, hein, putain, mais ces questions sont vraiment bien, j'arrive pas à faire une métaphore de cul. Putain, il est vraiment fort. Et bah merci beaucoup en tout cas d'avoir. Mais merci à toi de m'avoir donné l'opportunité de parler de cul. De toute façon, les gens pas heureux au travail ont envie qu'on leur parle de cul. Et les gens heureux au travail, ils ont envie qu'on leur parle de cul. Donc, Ça c'est la meilleure phrase de fin par contre. Merci beaucoup. Salut. Salut, ça va ?